Un enfant est apparu au milieu de la nuit aux portes d'un camp militaire, ses vêtements déchirés, tenant une sœur nouveau-née dans ses bras, une tache de sang sec coulant sur son front. Il n'a pas pleuré. Il n'était pas paniqué. Il a simplement murmuré « Mes parents sont partis, elle brûle ». Cette phrase a été le déclencheur. Cela a déclenché une chaîne d'événements cachés. De faux fichiers, des échanges de médicaments, un soldat disparu et un nom interne qui semblait inoffensif jusqu'à ce que quelqu'un pose enfin la bonne question. Lorsque le sergent Daniel Reeves a choisi d'enquêter, il ne savait pas qu'il entrait dans un labyrinthe. Un endroit où la vérité était mêlée au protocole militaire. Et le traître portait le même uniforme que le sien. L'horloge indiquait 2h13 du matin. Le vent du désert balayait le sol sec, faisant bruisser les barbelés et murmurant dans le silence. Aucune voix humaine, seulement le bourdonnement des insectes et le grincement sourd des poutres de la tour de garde. À l'avant-poste Bravo 17. La porte d'entrée est restée fermée. Un camion militaire s'est éloigné du poste de contrôle, laissant derrière lui une traînée de poussière qui s'estompait. 2 gardes se tenaient immobiles. La fatigue obscurcissant leurs yeux, les mains serrant vaguement leurs fusils. Puis c'est arrivé. Toc toc toc. Doux, mais délibéré. Le soldat Clark jeta un coup d'œil à son partenaire, qui hocha la tête et se mit en position de couverture. Clark s'approcha de la porte, regarda à travers la fente d'observation et se figea. Un garçon se tenait là. À peine plus grand que le genou de Clark. Couvert de terre, l'épaule déchirée, tenant une couverture enroulée contre sa poitrine. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas parlé. Il se tenait juste là, avec une ligne de sang séché coulant sur sa joue. Clark s'accroupit. Le garçon le regarda droit dans les yeux et dit, calmement et bas. « Ils ont blessé mes parents. J'ai couru, elle brûle, s'il vous plaît, aidez-la. » Clark resserra sa prise sur l'arme, leva sa radio et dit, un étranger à la porte. « C'est un enfant qui porte un bébé », alertait le sergent Reeves. Le sergent Daniel Reeves rédigeait un rapport lorsque l'appel est arrivé. Il n'a rien dit. Il a juste attrapé son coupe-vent, rangé son Glock et quitté la pièce. Au moment où il atteignit la porte, les phares projetaient déjà de longues ombres sur le sable. Le garçon était assis maintenant, serrant toujours la couverture. Daniel s'approcha lentement, faisant signe aux soldats de lui laisser de l'espace. Il s'est agenouillé. Pas de grade, pas d'ordre. Juste un homme regardant dans les yeux un autre, beaucoup plus petit et plus brisé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Aaron » murmura le garçon. « Qui t'a fait du mal » Aaron leva les yeux. « Ils ont blessé ma mère, lui ont tiré dessus. J'ai porté ma sœur, et j'ai couru. » Daniel hocha la tête une fois, signalant à Clark de s'avancer. Doucement. Ils déplièrent le bord de la couverture. À l'intérieur se trouvait une fille nouveau-née, rouge de rougeur, les lèvres sèches, les yeux fermés. Daniel lui toucha le front. Brûlé. Sa peau était sèche. Sa respiration superficielle. Il s'est tourné vers le médecin de garde. Emmenez-la à l'infirmerie immédiatement, elle a une forte fièvre et est déshydratée. Donnez-lui des liquides rapidement. Juste à ce moment-là, Aaron s'effondra contre l'épaule de Daniel. Pas de son. Pas de larmes. Daniel se leva, prenant les 2 enfants dans ses bras. Un autre soldat a pris le garçon alors qu'il retournait vers la base. Les phares derrière eux n'éclairaient que la parcelle de terre vide où un enfant se tenait quelques minutes plus tôt, changeant tout. À l'infirmerie, Ellie, le médecin de nuit, avait déjà préparé une table. Daniel a d'abord couché le bébé. Ellie a agi rapidement, elle a pris les signes vitaux et a posé une perfusion. J'ai 40 degrés Celsius de fièvre. Je suis très déshydraté et ma respiration est superficielle, a-t-elle déclaré. Daniel couvrit doucement le bébé avec la même couverture et regarda vers la porte. Et le garçon ? Il est réveillé, dans la pièce d'à accent grave côté, il a besoin de repos. Il a des bleus, on dirait un traumatisme contondant, répondit Ellie. Daniel s'est approché. Aaron était recroquevillé. Ses petits poings toujours serrés comme s'il tenait quelque chose d'invisible. Daniel ne l'a pas réveillé. Il s'assit à côté du lit, regardant tranquillement. Pas comme un soldat, mais comme un homme qui comprenait trop bien le deuil. Ailleurs, au poste de sécurité,
le soldat Tom visionnait des images. Il s'arrêta à l'endroit où Aaron se tenait à la porte. Zoom avant. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur la chemise du garçon, à peine visible, il y avait quelque chose d'étrange. Sergent, vous devez voir ça. Dit Tom à la radio. Daniel est retourné à la salle d'opération. Ils ont rejoué les images. L'image s'est figée, Aaron debout dans le noir. Tenant sa sœur. Le bourdonnement des lumières fluorescentes remplissait le silence. C'était comme si quelque chose d'ancien et de cruel venait de traverser leur monde. De retour à l'infirmerie. Les lumières étaient faibles. Le bourdonnement chaleureux d'un radiateur mêlé à la légère odeur antiseptique. Aaron était allongé, éveillé, la main bandée, les yeux grands ouverts. Fixé sur le plafond. Ellie a vérifié son coude. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle doucement. Aaron n'a pas répondu. Il regarda le coin de la pièce où le berceau était posé sous une couverture grise. Une lumière verte clignotait sur la machine 4 à côté d'elle. Daniel était assis tranquillement près de son lit, sans uniforme. Juste un t-shirt sombre à manches retroussées. Il suivit le regard d'Aaron. « Ta sœur est vivante, dit-il doucement. On s'occupe d'elle. Ellie est un bon médecin, elle ne laissera rien arriver. » Aaron hocha la tête, à peine. Puis il murmura, son nom est Mila. Daniel a attendu, n'a pas insisté. Aaron a continué, brisé. Lent. Maman m'a dit de courir, de ne pas me retourner, mais j'ai entendu les coups de feu. Je l'ai entendu crier. Qui lui a tiré dessus? Aaron regarda le berceau. Il y avait un homme. Américain, il avait une montre noire, une cicatrice sur la main, 3 autres avec lui ou des locaux. Que cherchait-il? Il voulait quelque chose, une clé USB, mon père a refusé de la leur donner. Ils ont claqué la table, ont sorti des armes. Ma mère nous a poussés, Mila et moi. À l'arrière, m'a dit de courir, de la serrer fort. J'ai couru vers la porte de la cuisine. Je me suis caché dans la cave à charbon. J'ai entendu du feu, mais plus de cris. Daniel hocha la tête. Il avait déjà entendu des histoires d'enfants auparavant. Mais jamais aussi claires, jamais aussi calmes. Pas d'embellissement. Pas de sanglots. Juste des fragments, précis. Douloureux. Tu as vu le visage de l'Américain? Aaron s'arrêta. Les yeux plissés. Pas clairement, mais sa main droite avait une longue cicatrice et une montre en caoutchouc noir, avec un petit symbole rond. Le souffle de Daniel s'arrêta. Un éclair de reconnaissance le frappa comme un éclair. Sergent-chef Mason. Équipe de patrouille du Sud. Il portait toujours cette montre. Avec l'emblème du parachutiste gras. V. Daniel se leva lentement. Tu as bien fait, Aaron, en courant, en tenant ta sœur, tu as été courageux. Aaron n'a pas répondu. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers le berceau. Dehors. Le vent a changé. Dans un petit bureau. Daniel ferma la porte. Assis à son bureau. Et j'ai commencé à écrire. Chaque mot qu'Aaron avait dit. Mot par mot. Cicatrice par cicatrice. Mémoire par mémoire. Parce que ce n'était pas seulement une tragédie. Infantile. C'était une opération cachée. Et quelqu'un à l'intérieur du système avait laissé cela se produire. Un instant plus tard, il se rendit dans le bureau de son supérieur, le capitaine Cole, qui gérait directement les dossiers de sécurité. Mais Cole avait quitté la station la veille après-midi. Mason était son remplaçant temporaire. Daniel hésita devant la porte. La main crispée sur les billets qu'il avait dans sa poche. Puis il poussa la porte. Mason était assis à son bureau, la lumière vive. Il tenait un dossier. Il ne leva pas immédiatement les yeux. Se contentant de feuilleter les pages, ses doigts tapotant en rythme. Daniel se tenait droit, sa voix égale. J'ai un témoignage urgent de l'enfant arrivé hier soir. C'est grave. Mason leva les yeux, ses yeux se rétrécissant légèrement. Qu'est-ce qui est grave? Un enfant perdu au milieu de la nuit? Non. Il a dit que ses parents avaient été assassinés. Avec l'implication des Américains. Est-ce ainsi? Mason posa le dossier et le poussa doucement vers Daniel.
C'était le dossier médical de Mera. Tu te laisses guider par tes émotions. Je comprends. Mais les mots d'un enfant ne suffisent pas à perturber les autres, surtout pas maintenant. Daniel le regarda pendant une brève seconde et le vit clairement. Mason savait qu'il y avait du vrai là-dedans. Mais il ne voulait pas qu'on le déterre. Je poursuivrai ma propre enquête. Avec ou sans le soutien du commandement. Mason eut un léger sourire. Soyez prudent, Reeves. La confiance n'est pas toujours la meilleure des protections. Tard dans la nuit. Daniel retourna à sa salle de garde. Il s'arrêta dans le couloir. Les lumières étaient tamisées. De l'infirmerie, une douce lumière se répandit sur le sol. Ellie se tenait près de la porte. Les bras croisés. Elle s'approcha et murmura. Ce que l'enfant a dit, est-ce vrai? Il n'a rien dit. Il a juste répondu doucement. Nous devons nous préparer à des choses qui ne sont pas simples. Ellie regarda vers la chambre du malade, où une petite lumière brillait à travers le rideau. Elle dit, à peine plus d'un souffle. Quelque chose cloche ici. Il ne faisait pas encore tout à fait jour. Le soleil effleurait à peine les collines occidentales. Le vent du désert soufflait encore, froid et sec. Dans l'arrière-cour de la caserne Bravo 17, Daniel trottinait sur le terrain vague. Ses pas étaient réguliers. La sueur perlait sur son front. Mais il n'y pensait plus. Il avait couru 5 tours. Plus que d'habitude. Chaque pas était dicté par des questions sans réponse. Pourquoi les Américains ont-ils été impliqués dans ce meurtre? Pourquoi les données médicales de la petite fille étaient-elles incomplètes? Que savait Mason? Au 6e tour, un jeune soldat accourut et appela. Sergent Reeves. Le docteur Ellie doit vous voir de toute urgence. La petite Mila présente des signes de convulsion. Daniel se retourna immédiatement et courut vers l'infirmerie. Mila était allongée dans son berceau. Le visage pâle, les lèvres sèches et gercées. Ses mains s'agitaient violemment, ses yeux étaient fermés. Son corps tremblait légèrement à chaque respiration. Le moniteur de signes vitaux émettait des bips intermittents. Ellie se pencha, refroidissant le front du bébé avec un chiffon humide. Parlant avec urgence. J'ai besoin de la dose pédiatrique de Mides Alarm pour les crises d'épilepsie. Urgent. Daniel s'est tourné vers l'infirmière de garde. Obtenez-le auprès du centre médical. Tout de suite. 5 minutes plus tard, le soldat est revenu, les mains vides. L'approvisionnement indique qu'ils n'en ont plus. Ce type de produit est temporairement en arrêt de distribution depuis hier. Daniel tourna lentement, très lentement, la tête vers Ellie. Y a-t-il quelque chose d'étrange à cela? Ellie hocha la tête, les yeux toujours fixés sur Mila. Ce médicament est toujours disponible. Une caserne comme celle-ci ne peut pas s'en passer. À moins que quelqu'un ne l'ait délibérément retiré de la liste d'utilisation. Sans un mot de plus, Daniel enfila son armure légère, coiffa sa casquette et se dirigea vers l'entrepôt pharmaceutique. Une zone avec sa propre clé, gérée séparément par l'officier logistique responsable. À l'entrepôt, il fut arrêté à la porte latérale. Le responsable, le caporal Redden, chercha à tâtons un manifeste papier et le saisit. Désolé, sergent. L'entrepôt fait l'objet d'un inventaire inhabituel. J'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne, sauf le personnel désigné. Qui a désigné? Je ne sais pas. Ce sont des ordres d'en haut. Par l'intermédiaire du capitaine Cole ou du sergent-chef Mason? Daniel était silencieux. Puis il demanda. À voix basse. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de Mazolom en stock? Redden baissa les yeux sur le manifeste et tourna 3 pages. Il s'agit d'une interruption temporaire des transferts. Raison interne. Aucune note détaillée pour le moment. Daniel ne dit rien de plus. Il se retourna et s'éloigna, le cœur brûlant non pas à cause de Mila, mais à cause d'une autre chose familière. Quelque chose qu'il avait déjà rencontré dans l'ombre de missions passées, empestant la dissimulation et la pourriture. Il retourna à son petit bureau. Sortit une fine carte noire et l'inséra dans son ordinateur personnel. C'était une carte d'accès qu'il avait utilisée quelques semaines auparavant pour aider une équipe de traduction humanitaire. Dans la liste des civils qui avaient contacté l'unité militaire, il y avait un nom, Fared Al-Zahir. Daniel se souvenait de lui, un traducteur de longue date qui avait aidé toute la caserne.
Il avait amené Fared au camp lors d'une récente mission humanitaire, précisément parce qu'il lui faisait confiance pour voir ce que les officiers ne voyaient pas. Daniel a sorti son téléphone satellite et a composé un numéro personnel. Fared, j'ai besoin de vous voir immédiatement. Pouvez-vous venir à la porte arrière de la caserne dans 30 minutes? À l'autre bout du fil, une voix basse et régulière. Oui. Je serai là. Une demi-heure plus tard, dans un conteneur vide derrière la cuisine. Daniel et Fared étaient assis l'un en face de l'autre. Fared avait les yeux fatigués, les mains noircies par le soleil et une voix lente mais régulière. Je connaissais les parents du garçon. C'étaient des gens bien. La femme, la mère du bébé, m'a un jour donné une clé USB. Elle m'a demandé de la garder précieusement s'il leur arrivait quelque chose. Mais quand je suis revenu, leur maison avait brûlé. Je n'ai plus la clé USB. Quelqu'un l'a trouvée avant moi. Daniel se pencha en avant. Ils ont été assassinés à cause de la clé USB, je crois. Alors, qui avait-il à l'intérieur? Des listes de noms. Des numéros de compte. Des délais d'expédition. Et aussi, des gens de l'armée américaine qui sont derrière tout ça. Pas des soldats ordinaires, mais des gens de pouvoir. Avez-vous déjà vu des noms? Fared hocha la tête, regardant droit devant lui. Une fois. Sur un bon de livraison. Il y avait une signature. Avec le nom point maçon. Daniel ne répondit pas immédiatement. Dans son esprit, les fragments dispersés commencèrent à former un motif. La cicatrice. La montre noire. Le médicament manquant. Et maintenant. Le nom maçon. À ce moment-là, dans la salle de réunion interne de la zone de commandement, Mason se tenait devant 3 soldats sous son commandement. Il n'éleva pas la voix. Mais ses paroles ne laissaient place à aucune résistance. Ce garçon et cette fille représentent un risque majeur. Nettoyez-les. Mason a ouvert son sac de classement. A sorti une photo floue des parents d'Aaron et a dessiné un X rouge sur leur nom. De retour à son bureau, Daniel vit la porte entr'ouverte. Il faisait sombre à l'intérieur. Il sortit son pistolet. Ouvrit la porte, alluma la lumière. Son bureau était saccagé. L'écran de l'ordinateur était éteint. Il le ralluma. Les données du disque principal ont été effacées. Vide. Daniel s'approcha et vit un petit morceau de papier sur le bureau. Pas de nom. Juste une note manuscrite à l'encre noire. Ne laissez pas la gentillesse vous coûter la vie. Le soir tombait. La caserne Bravo 17 baignait dans un calme artificiel. Pas de sirène. Pas d'annonce. Juste une nuit comme les autres. À moins que l'on ne remarque les portes fermées plus longtemps que d'habitude. Ou les regards détournés dans le couloir. Dans sa chambre, Daniel était assis devant son ordinateur. Il venait de définir un nouveau mot de passe. Après que toutes ses données personnelles aient été effacées la veille. L'écran redémarra. Il accéda à la caméra interne. Son objectif était clair. Regardez la vidéo de la nuit où Aaron et Mila sont arrivés au camp. Une liste de fichiers apparut. Il fit défiler la page jusqu'à la section intitulée 0210 Northgate External. Mais quand il a cliqué pour l'ouvrir, un message est apparu. Fichier vidéo manquant ou inaccessible. Daniel fronça les sourcils. Il parcourut le journal d'accès. La vidéo a été supprimée et il ne s'agit pas d'une erreur système. C'était intentionnel. Les traces ont montré que la commande de suppression provenait d'un compte doté d'une autorité élevée. 30 minutes plus tard. En bas, Daniel frappa à la porte de la salle des machines de l'équipe technique. À l'intérieur, le soldat Tom Riley était assis devant un grand écran, tapant régulièrement. Tom, âgé d'environ 22 ans. Était calme, un homme de peu de mots, le même homme qui avait aidé Daniel à réparer sa radio la semaine dernière. Daniel lui faisait confiance. Tom. J'ai besoin que tu récupères la vidéo supprimée du système de surveillance, la nuit où Aaron est arrivé au camp. Tom leva les yeux, ne posa aucune question. Hocha simplement la tête et commença à travailler. 20 minutes plus tard, il l'a trouvée. Le journal système a montré que la vidéo a été supprimée exactement à 3h03 du matin ce jour-là. La commande a utilisé un code d'accès de haut niveau du groupe d'administration interne. Seuls quelques-uns avaient ce genre d'autorisation.
Daniel se pencha plus près. Concrètement, qui? Tom hésita. Puis fit tourner le moniteur. Une seule ligne est apparue, ID d'accès M047 Administration interne Mason. Daniel tapota le bord de la table, pas surpris. Expirant simplement lentement. Continuez à récupérer la vidéo si possible. Tom hocha la tête. J'aurai besoin de quelques heures. Les données ne sont pas complètement perdues, mais simplement temporairement écrasées. Daniel partit en verrouillant la porte derrière lui. De retour dans la zone médicale, alors qu'il franchissait l'entrée, Ellie se précipita dehors. Aaron vient d'avoir une forte fièvre et un cauchemar. Le garçon parlait dans son sommeil, répétant constamment un nom, Dargan. Daniel se figea. Puis entra dans la pièce. Aaron s'était endormi à nouveau, le front trempé de sueur, respirant faiblement. Daniel se souvint de ce que Fared lui avait dit. Le nom d'Argan n'était pas inconnu. C'était un mercenaire local, lié à une expédition il y a 2 semaines, gérée par Mason lui-même. Dargan était connu pour sa violence, mais protégé par l'armée en raison de liens secrets. Il avait disparu peu de temps après l'incendie de la maison d'Aaron. Le lendemain matin, Daniel est retourné à la salle technique. Tom avait récupéré une partie de la vidéo. Sur l'écran, une image nocturne floue est apparue, Aaron tenant Mila. Entrant dans le cadre. Un soldat se tenait derrière eux, mais dès qu'ils sont entrés dans le camp, la séquence a été coupée. Daniel fronça les sourcils. Quelqu'un ne voulait pas que la fin de cette séquence soit vue. Lui et Tom ont changé de focus. Extrayant les données logistiques de la semaine la plus récente. Sous l'ancien compte du capitaine Cole, qui était en congé temporaire. Ils ont trouvé une cargaison, code Y7ME216B. Type d'article inconnu. Mode d'expédition, véhicule médical. Départ, 4h40, il y a 2 semaines. Partie responsable. M047. Daniel l'a relu. Véhicule médical ne transportant pas de patients. Pas de bordereau de virement? Tom a demandé doucement. Qu'en penses-tu? La voix de Daniel était froide. Je pense que les médicaments de l'entrepôt ne manquent pas, ils ont été échangés contre des contrefaçons. Et les vrais médicaments ont été emportés dans ce véhicule pour être vendus. Daniel s'est dirigé vers l'entrepôt pharmaceutique. Aucune demande cette fois. Il est arrivé avec un garde et un ordre d'INSP. Action. À l'intérieur, il a ouvert une boîte de médicaments antiépileptiques. Ils avaient l'air bien, mais étaient plus légers que d'habitude. Il a déchiré une boîte. À l'intérieur. Le blister était professionnel. Mais les pilules sentaient légèrement l'alcool et le revêtement était flou. Il a fourré une boîte dans un sac en toile et est retourné au petit laboratoire de la caserne, où la qualité de l'eau était testée. Daniel l'a remis à un technicien. Vérifiez la composition. Comparez-le à un échantillon standard de midazolam. Le technicien cligna des yeux. Quelque chose ne va pas? Daniel répondit d'une voix ferme. Je soupçonne que c'est un faux, et un bébé a failli mourir à cause de ça. Ce soir-là, dans la salle technique. Tom était assis en face de lui. Il avait tout entendu d'Ellie. Si vous avez raison, alors nous sommes dans la boue profonde. Daniel regarda par la fenêtre. La pluie avait recommencé. Plus forte qu'avant. Et il savait que ce qui coulait sous leurs bottes n'était pas seulement de l'eau. Le lendemain matin, le ciel était clair et la brise légère. L'air semblait plus léger. Mais le silence était devenu encore plus troublant. Ellie se tenait devant l'infirmerie, les bras étroitement croisés. Daniel s'est approché. Avant qu'il puisse demander. Elle a dit. La fièvre de Mila a baissé. Ses yeux s'ouvrirent plusieurs fois. J'ai utilisé un mélange de tisane et de sel de réhydratation. C'est temporaire. Il n'existe toujours pas de véritable médicament. Daniel hocha la tête. Bien. Tant qu'elle vivra. Ils sont entrés ensemble. Mila était allongée dans le berceau, respirant régulièrement. Tressaillant légèrement lorsque la lumière du soleil touchait ses doigts. Aaron était assis à côté d'elle. Dessinant sur une vieille feuille de papier. Daniel a tiré une chaise. Qu'est-ce que tu dessines? Aaron n'a pas levé les yeux. Une maison.
Daniel baissa les yeux. Le dessin montrait une petite maison. Une femme tenant un bébé, un homme grand à côté d'eux et dans le coin, une silhouette sombre avec une arme à feu, le visage caché dans l'ombre. Qui c'est? Aaron a posé le crayon. Je ne connais pas son nom. Mais il parlait comme de la fumée. Sa main gauche tremblait et sa droite tenait une arme. Sur le pistolet il y avait des lettres. Daniel se pencha plus près. Quelles lettres? L, I, B, E, R, T, Y. Je m'en souviens parce que les lettres semblaient enfoncées, comme des ongles dans un sol meuble. Daniel s'est figé. Le pistolet Liberty. L'arme personnelle de Dan. Il avait été signalé pour usage excessif de la force, son nom avait été effacé des dossiers puis discrètement réaffecté à l'équipe logistique de Mason. Le garçon se souvenait des détails comme des images d'un film gravé dans la mémoire. Aaron, as-tu appris à dessiner? Ma mère m'a appris. Elle a dit que si tu le dessines. Le souvenir reste sur le papier, pas dans ta tête. Daniel était silencieux. Il caressa les cheveux du garçon, puis s'appuya contre le mur. Après une pause, il parla doucement. J'ai eu une fille. Anna. Elle était malade. Elle est morte quand elle avait 5 ans. Tu gardes sa photo? Oui, mais je ne le regarde plus beaucoup. J'ai juste besoin de me rappeler qu'elle avait l'habitude de rire. Aaron hocha la tête. Mila rit quand elle dort. Quand elle n'a pas chaud. Sa bouche se courbe vers le haut. Daniel n'a pas parlé. Il regarda Mila. Puis de nouveau le garçon. Il n'y avait rien de plus à dire. Mais quelque chose avait changé. Je ne suis plus un soldat et un enfant. Un père et un enfant qui venaient de tout perdre. Plus tard dans l'après-midi. Ellie est arrivée rapidement. Elle tenait un petit sac zippé contenant des capsules de pilules vides. Les résultats des tests sont là. Faux. Es-tu sûr? Je l'ai comparé à de vrais échantillons. C'est juste un sédatif bon marché, pas un composé antiépileptique. Si Mila avait continué à l'utiliser, son système nerveux aurait pu s'éteindre. Cela aurait pu l'affecter de façon permanente. Daniel serra le poing. Ils ont utilisé de faux médicaments. Méprisable. Ellie hocha la tête. Personne n'a dit plus. Ils ont compris que ce n'était plus une théorie. De retour à son bureau, Daniel a ouvert le système interne. Ligne par ligne, chaque manifeste, date d'entrée, enregistrement de retrait, signature. Il a tout sauvegardé sur un disque dur. Ensuite, j'ai ajouté les résultats des tests de laboratoire. Mais lorsqu'il a cliqué sur « Imprimer », l'écran a affiché un avertissement. Accès refusé. Niveau d'autorisation restreint. Il a essayé à nouveau. Mais rien n'a changé. Ses autorisations ont été dégradées. Pas d'impression. Pas de transfert de fichiers. Daniel expira lentement. J'ai vérifié la pièce, pas de caméra. Mais quelqu'un surveillait ses mouvements. Il glissa le disque dur dans la poche intérieure de sa veste et la boutonna pour la fermer. Puis il se dirigea rapidement vers le bureau de commandement principal, l'espace de travail habituel du capitaine Cole. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, 2 soldats triaient tranquillement des dossiers. Daniel avait besoin de voir le capitaine Cole. Mais le capitaine était déjà parti ce matin-là. Mason, désormais commandant par intérim. Sorti avec un café, calme et dédaigneux. Daniel a demandé la permission d'envoyer des documents au siège. Mason l'interrogea, laissant entendre sa méfiance. Il a été clair. Il ne laisserait pas l'histoire d'un enfant perturber l'ordre militaire. Daniel a repoussé. Tu vas me faire taire, faire comme si rien ne s'était passé? Mason l'a prévenu. Tu es allé trop loin. Et tu connais le prix. Daniel s'en est allé. Mais le plan était déjà en marche. La vie de 2 enfants était en danger. Cette nuit-là, en secret, Daniel a rencontré Fared. Nous devons faire sortir les enfants. Fared avait un contact. Ce ne serait pas légal, mais ce serait sûr. Ellie a conduit Mila dans un vieux bunker médical, abandonné. Hors réseau. Aaron était caché dans la salle technique avec Tom. Daniel les a enfermés et est parti vérifier les portes.
Tom a falsifié un faux ordre de transfert. Les mouvements d'Ellie semblaient routins. Hier. Mais à 21 h, Aaron a disparu. La chemise du garçon était posée à côté de la chaise. Puis vint un message. Pas de nom. Pas de menace. J'ai le garçon. Venez seul. Daniel s'est armé. J'ai dit à Ellie et Tom, si je ne reviens pas. Prenez Mila et partez. Le brouillard couvrait le camp. Daniel a suivi les coordonnées GPS jusqu'à un entrepôt abandonné. À l'intérieur, 3 hommes armés ont encerclé Aaron. Ligoté et bâillonné. Un homme s'est avancé. Grand, balafré. Tenant un pistolet gravé, Liberty d'Argon. Daniel l'a confronté. Laisse le garçon partir. Il est innocent. L'homme voulait une confirmation. Quelqu'un d'autre a entendu ce qu'Aaron a dit? Daniel n'a offert aucun dossier, seulement sa présence. Il avait un appareil d'enregistrement caché dans sa montre. Il a appâté d'Argon avec des mots. Ce que tu caches n'est pas un secret. C'est de la pourriture. Au moment où Dargon tressaillit, Daniel a frappé. Le chaos a éclaté. Il a roulé, esquivé. Renversé des étagères. Aaron a donné un coup de pied dans un rack. Daniel a retenu Dargon. Tu as terminé. Les gens comme toi ne peuvent plus se cacher. Il a libéré Aaron. Le garçon sanglotait. Je pensais que tu partirais. J'ai promis. Je suis toujours là. Daniel a appelé Tom. Transmission en direct. Récupérer les enregistrements, les fichiers, les journaux médicaux et envoyer tout au siège ce soir. Tom a confirmé. Nous envoyons maintenant. Mais ensuite le signal a été coupé. Quelqu'un le bloquait. Un appareil à ondes courtes à proximité. Ils avaient quelques minutes avant que le système ne s'efface. Lui-même. Des pas résonnèrent dans le couloir. Une balle a touché la tête de Tom. Ellie a porté Mila dans une pièce cachée. Daniel a scellé la porte. La voix de Mason grésillait à la radio. Tu les tueras avec. C'est ton entêtement. Daniel a répondu. J'ai déjà choisi. Maintenant. Vous choisissez. Ellie est passée à une chaîne de secours. Les données ont recommencé à être transmises. 87%. 92%. 99%. 100%. Transmission complète. Le QG avait tout pour plaire. Daniel chuchota. Maintenant. Nous n'avons plus rien à perdre. Dans la salle de commandement. Mason a explosé de rage. Il a ouvert son coffre-fort. Plan de secours. Carte bancaire. Contact d'évasion. Mais il n'avait plus de temps. Dehors, Daniel s'agenouillait et pansait les blessures d'Aaron. Tom et Ellie ont téléchargé l'épreuve finale. Le nom de Mason était sur tout. Les ordres. Les faux médicaments. Les dissimulations. Le lendemain matin. Des hélicoptères ont atterri. Agents de surveillance de Washington. En uniforme. Sans préavis. Les opérations du camp ont été gelées. Personne n'entre ni ne sort. Pendant ce temps, Mason s'est déguisé et s'est enfui dans un camion. Mais Daniel attendait avec 2 soldats fidèles. Poursuivez-le. Ne le laisse pas partir. Ils ont rattrapé leur retard lorsque le camion de Mason a heurté un seul meuble. Daniel l'a menotté. Je ne me tairai pas. Vous ferez face à cela. De retour au camp. Mason a été interrogé. Chaque détail est exposé. Plus d'échappatoire. Aaron le regarda se faire emmener. Êtes-vous d'accord? Je suis maintenant. Ellie tenait Mila dans ses bras. Le bébé était en sécurité. Fared a remercié Daniel. Merci de ne pas rester silencieux. Plus tard. Dans un centre de soins en Virginie. La lumière du soleil se répandait sur les dessins d'Aaron. Mila dormait paisiblement. Daniel a apporté des jouets et du lait. Aaron lui a montré une photo. Une nouvelle maison. Toi. Mila et moi. Ce soir-là. Aaron a demandé. Penses-tu que mes parents peuvent me voir? Daniel a répondu.
Ils sont fiers. Tu as protégé ta sœur. Et dis la vérité. De retour à la table. Ellie sourit. Elle tenait un dossier. Adoption confirmée. Daniel tenait Mila. Le bébé se blottit contre sa poitrine comme s'il était à la maison. Il a regardé par la fenêtre. C'est ici que nous recommençons. Sans oublier. Mais pas emprisonné par le passé. Dans la maison tranquille de Virginie. Aaron a colorié soigneusement. Mila babillait joyeusement. Daniel cuisinait dans la cuisine. Sur le frigo. Une lettre. Elle. La tutelle d'Aaron est presque définitive. Daniel ne lui avait pas encore dit. Il attendait le jour parfait. Dehors. La paix régnait. 2 ans plus tard. Aaron était plus grand. Il dessinait toujours. Mais ce qui nous attend. Ils sont allés au tribunal. Une séance spéciale. Aaron est entré en premier. Je n'ai pas tenu la main de Daniel. Mais je l'ai effleuré doucement en passant. Voulez-vous qu'il soit votre père légal? La réponse d'Aaron était claire. Oui. Il écoutait quand personne d'autre ne le faisait. Daniel n'a rien dit. Mais il savait. Ce garçon l'avait sauvé aussi. De retour à la maison. Mila a dormi dans la voie. Daniel tenait le premier dessin. L'ancien avait des ombres. Le nouveau n'a pas. Il l'a épinglé sur le mur au-dessus de la cheminée. Cette nuit-là. Il a lu à Mila. Aaron a dessiné à proximité. Au Pentagon. Les dossiers Bravo 17 étaient toujours en cours d'examen. Mason avait disparu le jour de son transfert. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Daniel n'avait pas besoin d'en savoir plus. Certaines questions. NS n'ont pas besoin de réponse. Ils ont juste besoin de paix. Et sur le mur. Aaron avait écrit. La maison est l'endroit où vous osez dire la vérité. Et sont toujours aimés. Ce n'était pas seulement une histoire de secret militaire. Il s'agissait d'un homme qui écoutait. Qui ne s'est pas détourné. Qui a cru aux yeux d'un enfant plutôt qu'aux ordres d'un commandant? Auriez-vous fait la même chose? Resteriez-vous silencieux ou vous lèveriez-vous? Parce que la vérité ne parle pas d'elle-même. Il faut quelqu'un d'assez courageux pour ne pas reculer.